Bonjour à tous. Le 22 novembre 2020, nous célébrerons les 30 ans de carrière de la plus grande, en tout cas l'une des plus grandes légendes du catch américain, l'Undertaker. L'Undertaker est responsable d'une grande partie de ma passion pour le catch et j'ai donc pris l'occasion aujourd'hui de faire, je pense que je vous ferai deux vidéos. Voici la première sur l'Undertaker. L'Undertaker, c'est le catcheur qui m'a fait aimer le catch, qui m'a fait me passionner pour le catch, au-delà de tout autre catcheur qui a existé ces 30 dernières années. Moi, je regarde le catch depuis maintenant 14 ans, maintenant, et il n'y a aucun catcheur qui aura réussi à me passionner plus que l'Undertaker. Alors, on ne sait pas si l'Undertaker a définitivement arrêté sa carrière. Nous le saurons le soir des Survivor Series, où il apparaîtra en guest. On ne sait pas s'il apparaîtra physiquement, c'est-à-dire il y aura un match ou autre, ou si ça sera simplement une déclaration. Moi, j'espère simplement que ce sera une déclaration. J'espère que l'Undertaker continuera de venir chez WWE, comme Steve Austin, par exemple, comme Hulk Hogan, sans catcher, mais venant régulièrement pour nous faire des petits souvenirs et alimenter notre nostalgie pour cette légende du catch américain. J'ai donc décidé aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, c'est revenir sur WrestleMania 30, le plus grand événement de catch de tous les temps, selon moi, qui s'est produit. Alors il y a plusieurs éléments autres événements qui pourraient venir le concurrencer. Il y a le Montréal Screwjob entre Bret Hart et Shawn Michaels, qui malheureusement, je n'étais pas là à ce moment-là, et je pense n'aurait pas eu le même impact que WrestleMania 30. Je parle d'un événement de WrestleMania 30, bien entendu. Je pense également, bon, il y a plusieurs autres choses, mais après on pourrait prendre des très grands matchs avec des grands spots qui auraient pu marquer, comme par exemple Mick Foley qui tombe du haut du Hell in a Cell, ou des choses comme ça. On pourrait citer plein d'autres grands moments de WWE, parce qu'il y en a eu. On pourrait peut-être même aller dans d'autres compagnies, chez WCW. Je ne connais pas suffisamment malheureusement New Japan Pro Wrestling, mais dans ma vie de fan de catch, dans ma vie de fan, et je pense dans la vie de très nombreux fans, WrestleMania 30 dans votre vie de fan a été certainement un tournant. Alors, on va se remettre dans le contexte. WrestleMania 30, pour la première fois, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, commentateurs de catch français, vont être ringside à WrestleMania 30. AB1 va diffuser le pay-per-view. À l'époque, je m'étais dit, allez, j'ai pris mon abonnement pour AB1, parce que je n'avais pas cette chaîne, donc j'ai payé pour pouvoir le regarder, et regarder, pour pouvoir profiter avec tout le monde de ce show, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. D'ailleurs, Christophe Ajus, dans un épisode de La Cloche, une chaîne que je vous recommande avec Ali de Catch Club, qui a parlé justement, il est revenu sur le voyage à WrestleMania 30, le show, etc. Eh bien, effectivement, on ne les entendait pas au tout début du show, on n'entendait que le show en lui-même, et pas du tout les commentateurs français. C'est arrivé seulement après, je crois, 5 à 6 minutes de show. Je me souviens parce qu'on s'était tous posés, on disait tiens, il n'y a pas du tout de commentaires, donc voilà. Et puis au final, c'était arrivé. Et la soirée donc nous promettait du très beau spectacle avec des grands matchs et des grandes rivalités du moment. Triple H et Daniel Bryan en particulier, Batista qui avait fait son grand retour et qui devait affronter Randy Orton dans le main event de la soirée. On avait également, il y avait vraiment de tout pour se régaler. Il y avait la Andre the Giant Memorial Battle Royale qui était la première bataille royale en l'honneur du français André le Géant, qui justifiait d'ailleurs bien la présence des Français aux commentaires. En plus, on était à la Nouvelle-Orléans, donc voilà, presque l'État aux États-Unis le plus français des États américains. Donc ça donnait vraiment envie, en tout cas, de le regarder ce show. Et donc je me le suis regardé en direct. D'habitude, voilà, pour des raisons d'études ou autre, je pouvais pas le regarder en direct, mais celui-là, eh ben, j'avais l'opportunité de le regarder. J'avais un peu forcé, on va pas se mentir, pour tenir, et puis parce que le lendemain je travaillais quand même. Mais je m'étais dit, allez, c'est WrestleMania 30, il est diffusé à la télé, tu tentes ta chance. Et comme j'ai dit, la soirée est vraiment super, c'est une excellente soirée. Il y a vraiment des très bons combats. Il y a aussi, il y a plusieurs bons matchs ce soir-là, avec vraiment des matchs qui, pour moi, méritent en tout cas votre attention. Mais on va en revenir surtout sur un. Alors bien sûr, bon, cette soirée-là, WrestleMania 30 est considérée comme la soirée de Daniel Bryan. Bon moi, à partir du moment où il y a eu le match avec l'Undertaker, j'ai eu l'impossibilité complète de pouvoir me remettre dans le show. Impossible. Alors, l'Undertaker, il était dans ce qu'on appelle une streak, c'est-à-dire un record d'invincibilité à WrestleMania. Il était à 21
3-0 après avoir battu CM Punk à WrestleMania 29, et il avait battu les plus grands, Shawn Michaels, Triple H, etc., etc. Tous ceux qui avaient été dans la streak précédemment, on peut penser à Ric Flair, on peut penser à Randy Orton, on peut penser à Batista, etc., etc. Et puis tous ceux qui ont forgé la streak au fur et à mesure sans que ça soit prévu à la base. Et arrive donc WrestleMania 30. Et WrestleMania 30, la streak va être mise en jeu face à la bête Brock Lesnar. Brock Lesnar, à ce moment-là, c'était en gros le gros nom qui venait d'arriver, faire son grand retour chez WWE. Mais il avait eu un début, on va dire, assez mitigé dans l'ensemble, je trouve, parce que il s'est retrouvé dans une rivalité avec John Cena qu'il avait perdu. Ensuite, il s'est retrouvé avec une rivalité avec Triple H où il a gagné, perdu, puis après gagné. Ce qui fait qu'il n'avait pas eu forcément, vous savez, ce moment rouleau compresseur. Et justement, on avait eu des rumeurs au tout début de l'année que Brock Lesnar allait affronter l'Undertaker. On le savait déjà il y a depuis un petit moment. Et donc ils se sont mis à lui donner pas mal de victoires, à lui donner des matchs contre des big guys, des choses comme ça, pour voilà, que ce soit un peu spectaculaire et qu'on ait un Brock Lesnar vraiment crédible pour arriver face à l'Undertaker. Mais la plupart d'entre nous, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Pourquoi? Parce que, enfin la plupart même, tout le monde, je dis la plupart, tout le monde, personne ne croit à la défaite de l'Undertaker. Parce que Shawn Michaels s'est approché plus près que n'importe qui et n'a pas remporté la streak. Triple H au sein du Hell in a Cell avec Shawn Michaels en arbitre s'est approché plus près que jamais de la streak et ne l'a pas gagné. CM Punk ne l'a pas gagné malgré une rivalité autour de Paul Bearer, etc. Il ne l'avait pas gagné. Il y avait eu des rumeurs aussi que Edge aurait pu briser la streak à l'époque et qu'il ne l'a pas fait. Donc il paraissait évident que l'Undertaker n'allait pas perdre sa streak maintenant et qu'il la perdrait probablement dans son dernier match, son dernier combat à WrestleMania, sa fin de carrière. Et à ce moment-là, à WrestleMania 30, il paraissait inimaginable que l'Undertaker arrête sa carrière, tout simplement parce que il venait de nous gratifier à WrestleMania 29 d'un bon match avec CM Punk. C'est certainement pas un classique, mais même l'année précédente avec Triple H, moi j'adore ce match en Hell in a Cell que je vous recommande à WrestleMania 28. Il est sur le network, allez voir, c'est génial. Il y a des retournements dans tous les sens. Et puis si vous avez suivi la rivalité, c'est Shawn Michaels, Triple H et Triple H, et là c'est quasiment l'apothéose de tout ça et le fameux End of an Era. Et arrive donc la rivalité avec Paul Heyman qui va annoncer, il va même créer un t-shirt, WWE va créer un t-shirt avec écrit la fameuse réplique de Brock Lesnar, Eat, Sleep, et puis en dessous est dit, au lieu de Conquer, Repeat, ça veut dire manger, dormir, conquérir et répéter, c'était devenu Eat, Sleep, Break the Streak. C'était son nouveau t-shirt. Et j'en parle de ça parce que ça sera très important pour l'Euro du lendemain. J'ai gardé cette promo sur mon ordinateur parce que j'adore cette promo de Paul Heyman du lendemain de WrestleMania 30. Et à WrestleMania 30, l'Undertaker, le Deadman, arrive sur le ring face à Brock Lesnar. WrestleMania 30 c'est magnifique, le public est chaud patate, c'est exceptionnel. Mais le truc qu'il y a dans ce match, c'est que jamais à aucun moment, moi en tout cas, il était déjà tard, il devait déjà 4 h du matin, quelque chose comme ça, jamais je ne pouvais croire que Brock Lesnar allait battre l'Undertaker. Donc il va porter un premier F5 sur l'Undertaker, et on voit que dans le match, c'est vrai qu'on voit que l'Undertaker a du mal à suivre. On sait que Brock Lesnar a un côté assez bourrin, on le connaissait déjà à ce moment-là, mais pas encore aussi bourrin que ce qu'on connaîtra par la suite, avec d'autres matchs où voilà, il est presque allé dans le sang, etc. Et voilà, Brock Lesnar, il va faire le job, mais il va très rapidement provoquer une commotion cérébrale sur l'Undertaker. Alors on ne le savait pas nous, au moment où ça se déroule, mais tout de même. Mais bon, le match continue. L'Undertaker a du mal à se tenir debout, mais en tout cas, continue de tenir. Et de toute façon, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait du suspense, il faut que l'Undertaker soit en danger. Il faut qu'il ait l'air d'être au bord du précipice. Mais c'est pas grave, s'il est au bord du précipice, sa victoire sera encore plus belle parce qu'elle surprendra peut-être tout le monde, alors que pourtant, il ne fait aucune surprise que l'Undertaker va remporter ce match. Il va y avoir un deuxième F5 porté par Brock Lesnar, et l'Undertaker va se dégager. Donc bon, on se dit tous, allez, là ça va arriver le tombstone, très bien. Il va y avoir un tombstone, mais Brock Lesnar va se dégager, bon. Mais comme je l'ai dit, on n'y croyait pas. Personne ne croyait à ça, et je vous dis pas ça devant mon écran. Dans la salle, personne ne croyait à cette défaite de l'Undertaker. Third F5, le troisième F5. Il tombe au sol. Brock Lesnar le couvre. 1, 2 et 3. Et le silence. Et le
silence. C'est pas un événement qui a produit, par exemple, un oh là là, des huées, des choses comme ça. C'est un événement qui a produit du silence. Je ne connais pas d'autres moments, à part un catcheur, par exemple, qui annonce sa retraite ou qui annonce qu'il a une blessure grave, comme Daniel Bryan, comme Edge, où là, il y a eu du silence. D'habitude, la foule, selon le résultat, s'il lui a plu ou pas plu, bah, soit elle hue, soit elle applaudit, soit voilà, elle exulte de joie, mais peu importe. Là, ce qu'a fait WWE, et pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pour moi le plus grand événement que j'ai vu de ma vie, c'est que ça a rendu la foule muette. Et alors, je vous allez vous dire, mais chez moi aussi, alors j'étais pas en train de gueuler toute la soirée, mais ça m'a rendu muet également. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la soirée, je ne savais plus quoi dire. Et le sentiment humain qui est ressorti tout de suite, c'est de dire, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. C'est le premier truc qui est sorti. Tout de suite, moi j'étais sur Twitter à ce moment-là, et tout le monde disait, il y a dû avoir une erreur. Il va se passer quelque chose. Mais, pourquoi on disait ça? C'est parce que il a dû se passer, mais moi le temps m'a paru interminable. Il a dû se passer 20-25 secondes, peut-être même une minute, avant qu'on voit s'afficher sur l'écran géant 21 and 1. Et ça, on peut imaginer que l'image, elle n'a pas été faite en 30 secondes sur PowerPoint, enfin sur Photoshop. Elle avait été préparée à l'avance. Ce qui veut donc dire que le 21 and 1 était préparé et connu, même si très peu de gens étaient au courant. On l'a appris après. Si vous avez regardé les documentaires qui ont été faits sur le network sur l'Undertaker, on a découvert qu'il y avait très peu de gens. Il y avait vraiment que les principaux bookers de WWE, Vince McMahon, l'Undertaker, Brock Lesnar, Paul Heyman bien entendu, et voilà, quelques gros noms comme ça, mais la plupart des gens en coulisses ne le savaient pas non plus. Et donc on va afficher le 21 and 1. Et alors, l'annonceur lance le winner of this match, Brock Lesnar. Et là, t'as Paul Heyman qui est dans le ring déjà depuis une minute et qui arrive vers Brock Lesnar et qui lui fait You did it, you did it, you did it, oh my god, you did it. Ce qui d'ailleurs sera un peu une petite incohérence par rapport à ce qu'il racontera le lendemain, mais bon, pourquoi pas. Et là, tu vois Brock Lesnar qui est avec le sourire. Personne dans la salle n'a le sourire. Et il y a même cette image mythique du mec qui est comme ça, avec les grands yeux ouverts, avec la bouche ouverte, et sidéré par ce qu'il vient de voir. Image qui après a fait le tour de tous les réseaux sociaux pendant presque une semaine, et qui avait été réutilisée après dans plein de mèmes, de gifs, etc. Pas de gifs, on dit, mais voilà, etc. Et c'était exceptionnel. Le moment était fou. Et là, Brock Lesnar va quitter le ring, la musique de Brock Lesnar va se lancer. Et la foule ne s'est toujours pas remis. Personne ne sait quoi faire. Est-ce qu'il faut huer? Est-ce qu'il faut pas huer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'il s'est passé ce qui doit se passer? Est-ce qu'il y a eu un accident? Etc. Donc la foule se retrouvait dans une situation dans laquelle elle ne comprend rien. On ne pouvait pas comprendre, nous devant notre télévision, dans la salle. Ça m'avait mis les frissons. Quand je regardais ça, le troisième, le tombé 1, 2, et le 3, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais allongé dans mon canapé et d'un coup, je me suis dit, mais bordel, je me suis endormi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? On a un troisième, il a tapé au sol, vraiment, etc. Et là, tu commences à te refaire le film. Et Brock Lesnar va s'en aller et il va y avoir le silence. Puis, l'Undertaker va se relever, se mettre sur ses jambes et la foule est encore en silence. Et il va commencer à l'applaudir. À l'applaudir parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le dernier match de l'Undertaker? Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Et on n'a pas d'indice plus que ça parce que, tout simplement, déjà l'Undertaker n'est pas en état de pouvoir dire quoi que ce soit vu qu'il a eu une commotion cérébrale. Donc là, il l'a d'ailleurs dit dans le Last Ride, qui est sur le documentaire sur le network, il a expliqué qu'en fait, il ne savait plus qui il était, ni son nom, ni son prénom, ni le prénom des gens qui étaient autour de lui, il savait pas où il était, il savait rien du tout. Donc quand il regarde la foule, c'est vrai qu'aujourd'hui ça glace le sang, c'est qu'il regarde la foule, nous on a ce regard d'amour, d'admiration, on peut même dire, face à la légende, face au mythe, face à l'Undertaker. On le regarde, on l'idolâtre. Et en fait, lui, quand il te regardait, enfin quand il regardait la foule, je disais qu'il nous regardait, qu'il va, et lui aussi prenait conscience un peu du moment, etc. Pas du tout, il était en train simplement de
d'être perdu en fait, il était vraiment complètement perdu. Donc il va retourner jusqu'en coulisses, un petit peu mécaniquement, et après il va s'effondrer en coulisses, il va être emmené à l'hôpital, etc., etc. Tout ça c'est l'histoire bien sûr de ce match, mais nous au moment où ça se déroule, mais personne ne le savait tout ça. Donc l'Undertaker, et puis là, bah, après ça, tout le monde en a parlé sur les réseaux pendant toute la journée, la streak a été brisée. D'ailleurs, moi je l'avais regardé en VF, donc avec Christophe Ajus et Philippe Chéroux. Je me souviens que Christophe Ajus et Philippe Chéroux, eux n'ont rien dit en fait. Ils ont fait 1, 2 et 3. Et je me souviens que Christophe Ajus n'a rien dit, alors qu'en VO, Michael Cole, qui était certainement au courant, dit 1, 2, 3, the streak is over. C'est-à-dire que ça sort tellement fluide que voilà, alors que là, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, ils avaient rien dit. Ils avaient juste dit 1, 2, 3. 3. C'est-à-dire que ça s'arrête à 3. Voilà, il n'y a pas d'autres commentaires derrière par Christophe Ajus pendant un long moment. Parce qu'on essaie de comprendre. Et puis après, bah, quand le 21 and 1 va s'afficher, c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont prendre la parole. Mais je pense que c'est surtout qu'ils n'avaient pas envie de dire des bêtises. Est-ce qu'il y a eu un mauvais compte? Vite, il faut qu'on regarde les images. Est-ce qu'il y a un truc? Non, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis ils ont dû regarder un peu les autres commentateurs qui avaient l'air de prendre fait de ce qui se passe. Et bah, les commentateurs, la foule, va se lever, va l'applaudir. Et l'Undertaker va retourner en coulisses. Et ce moment-là, dans ma vie de fan, c'est le plus grand moment que j'ai vécu. Affreusement, hein. Mais à l'époque, alors je vous parle de ça, je suivais une chaîne d'une youtubeuse qui ne fait plus de vidéos depuis des années, qui s'appelait Closer to God 76 à l'époque, qui faisait des vidéos sur le catch pendant très très longtemps. Elle en a fait quasiment 7-8 ans, même si elle se prétendait pas youtubeuse catch et qu'elle faisait d'autres choses, et que voilà, c'était pas son ADN principal, mais la raison principale pour laquelle elle était connue, c'était pour ses reviews de catch et d'événements. Et bon, depuis elle a supprimé sa chaîne, donc sa vidéo n'existe plus, c'est dommage, j'aurais bien aimé la garder parce que je trouvais que c'était une vidéo qui était vraiment super. C'est sa vidéo pronostic, bien sûr, de Brock Lesnar Undertaker, où elle, bien sûr, elle dit comme tout le monde, bah attendez, Brock Lesnar qui a pas l'Undertaker, mais jamais de la vie. Et après, parce que surtout qu'il faut que la streak on la donne à un jeune, c'était ça aussi qu'on imaginait tous. Et arrive le moment, et là, elle commence la review et elle dit, bah, je vais avoir besoin d'une pause parce que je me sens pas là, de continuer à faire des reviews tout de suite. Il faut qu'on souffle. Au final, elle reprendra derrière parce que derrière, ils vont mettre en avant beaucoup. Ça va être les débuts de Brian au sommet, et puis ça va être l'époque du Shield, etc. Donc voilà, ça l'avait plutôt donné envie. Mais à ce moment-là, je me souviens du côté un peu de la sidération, c'est-à-dire que moi, ça a abîmé ma passion de fan de catch. Parce qu'à ce moment-là, je ressentais que de la haine, de la désillusion, je ne voulais pas voir ça, je ne l'acceptais pas. Et il faut le savoir, j'étais sur des forums, par exemple des forums à speech, où j'écrivais des promos, etc. Et j'ai tout quitté. Le lendemain de WrestleMania 30, j'ai tout quitté, j'ai tout arrêté, j'ai dit j'arrête parce que ma passion, la passion qui me fait vivre, qui me donne envie d'en parler, d'en écrire, etc., elle était morte. Donc je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté d'un coup, j'ai dit stop, c'est passé un truc trop grave. Et j'ai dit, j'arrête de regarder le catch. J'arrête. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit, j'arrête de regarder le catch. Mais mon côté fan a repris le dessus parce que je sais que les Raw du lendemain de WrestleMania sont toujours assez spectaculaires. Donc ce que je me suis dit, allez, je vais quand même regarder Raw. Comme ça, en plus, j'aurai un peu les conclusions de WrestleMania et ça sera le dernier show de catch que je vais regarder. Et donc, à Raw, il se passe quelque chose d'incroyable. On annonce que Brock Lesnar et Paul Heyman seront là pour parler de ce qu'il s'est passé. Bon bah, on l'attendait, et je crois que ça ouvre la deuxième heure du show. Brock Lesnar est sur le ring avec avec Paul Heyman, et Paul Heyman fait un speech qu'on pourrait montrer, je pense, dans les écoles de catch du monde. Un speech où il arrive, la foule est hyper hostile, et il arrive à te faire encore plus le détester, mais arriver à se moquer de la foule, à te faire prendre conscience que en fait ce que tu attendais ne s'est pas produit, donc c'est pour ça que tu gueules, etc. Alors qu'en plus, c'est ce qu'il dit, c'est pour ça que je vous parle du t-shirt, c'est qu'il y a ce moment qui m'avait énervé à l'époque, et c'est ce qui m'a fait que j'ai pas décroché en fait. Je suis resté après, j'ai regardé Raw, puis j'ai regardé les héros suivants, etc. Parce que quand il arrive et qu'il monte le t-shirt comme ça et qu'il dit « Mais pourtant, vous avez prévenu, c'était écrit Eat, sleep, break the streak. » Manger, dormir,
briser la streak. C'est écrit sur son t-shirt depuis un mois. Comment vous pouviez pas l'anticiper? C'est écrit, on vous l'a dit. We told you so. Et en plus, il dit même un truc comme ça, il dit, j'ai pas envie de dire que je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit, et comme ça, et là avec son petit sourire, et Brock Lesnar qui monte son t-shirt très fièrement comme ça, Eat, sleep, break the streak, et là, mais oh, la foule complètement folle dans le truc, mais dire mais c'est pas possible, et là il le hue, mais c'était bien parce que là Brock Lesnar justement il crée une réaction, c'est la première fois parce que d'habitude Brock Lesnar c'était un monstre qui détruisait tout, il détruisait les bras de Triple H et machin et tout, voilà, c'était une bête, un monstre, tout ce que vous voulez, mais là c'était vraiment de la haine, là il était le top heel ultime de WWE à ce moment-là. Jamais aucun autre heel ne sera plus hué, j'ai presque envie de dire. Tellement c'était de la haine, les gens le détestaient Brock Lesnar. Et Paul Heyman pourtant il a réussi à la fin de ce segment, mais j'avais presque envie d'applaudir. Tellement c'était beau, tellement c'était fluide, tellement Paul Heyman il avait l'air de nous dire mais vous êtes des cons quoi, vous êtes des cons, je vous l'avais dit. Et ça m'a remis après, et donc j'ai regardé après les pay-per-views suivants, etc. Et c'est fait que j'ai pas arrêté de regarder le catch. Mais pendant une journée dans ma vie de fan de catch, j'ai eu envie. Alors, le Undertaker reviendra plus tard, il réaffrontera Bray Wyatt, puis après il affrontera à nouveau Brock Lesnar, etc. Mais à ce moment-là, on imaginait presque d'ailleurs que le Undertaker ne reviendrait plus jamais sur un ring. Ça paraissait pas du tout improbable de l'imaginer. Il avait déjà un certain âge avancé, donc on pouvait se dire peut-être que le Undertaker ne reviendra plus jamais. D'ailleurs, ça sera l'idée de la rivalité avec Bray Wyatt, c'est que Bray Wyatt va tout faire pour faire revenir l'Undertaker après la streak soit brisée. Surtout qu'à l'époque, Shawn Michaels avait dit, ou non, c'était Triple H, je sais plus l'un ou l'autre, que si je crois que c'était Triple H qui avait dit ça, c'est que si la streak mourait, l'Undertaker mourrait un petit peu. C'était je crois dans sa promo pour WrestleMania 27, où il affronte pour la première fois l'Undertaker. Et justement, bah voilà, il disait ça, c'est-à-dire dans le sens de c'est tout ce qui reste à l'Undertaker. Parce que l'Undertaker, sa légende, il avait plus rien à prouver, il avait déjà tout gagné, il a gagné le Rumble, il a déjà gagné une Elimination Chamber, il a déjà tout gagné. Bon, il a pas gagné un Money in the Bank, on s'en fout, il a déjà été champion du monde, il a tout fait. Et vous voulez le comparer à qui a une carrière comme la sienne, etc. Donc c'est pas pour ça qu'il se bat. Là, il se bat pour continuer sa légende et accentuer le mythe. Donc le mythe reposait beaucoup sur sa gimmick, bien sûr, mais sur sa streak. Et là, la streak s'effondre, et c'est vrai qu'on se disait tous, c'est la fin. Ça sera pas la fin. La fin, elle ne sera, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, il y a des grands signes qui nous annoncent ça. Elle sera le 22 novembre lors des Survivor Series. Moi, c'est un segment que je vais jamais de la vie rater. Parce que si c'est le discours d'adieu de l'Undertaker qui sera sans public, ça, moi, je vais le regretter toute ma vie. Je vais le regretter toute ma vie. Que l'Undertaker ne puisse pas faire ses adieux devant le public, alors que Edge y a eu le droit. Daniel Bryan y a eu le droit. Tous les plus grands y ont eu le droit. Et lui, il n'y aura pas droit à cause du Covid. Moi, ça va me faire une peine immense. C'est-à-dire que je vais à la fois être honoré d'être là. Je ne raterai ça pour rien au monde. Je pense que je vais le regarder en direct, même si je travaille. On verra. Je sais pas encore décidé. Ou au moins, je regarderai jusqu'au segment. Et après, j'irai me coucher si jamais je vois vraiment que ça va finir trop tard. Surtout que les pay-per-views finissent pas trop tard en ce moment. Donc peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Parce que ça va être un moment historique, un moment mythique. On va vivre peut-être la fin, en tout cas tous les signes nous annoncent, la fin de carrière de l'Undertaker, son discours d'adieu. Il a eu un énorme documentaire reportage sur le network de Last Ride. Il y a tous les signes pour dire que c'est sa fin de carrière. Mais le fait qu'il le fasse sans le public, qu'il puisse pas lui dire adieu, l'applaudir, qu'il n'y ait pas par exemple tout le roster, moi j'espère qu'il y aura comme Ric Flair, tout le roster qui va venir et qui va l'applaudir. Peu importe, j'ai envie de dire, les mesures sanitaires, je sais, c'est important, je sais, limite mettez-leur tous des masques, mais il faut que... C'est pas rien quoi. La fin de carrière de l'Undertaker, c'est pas rien, donc j'espère que ça va être aussi grandiose que ce qu'il mérite. Parce que s'il y en a bien un qui mérite une fin de carrière à cette hauteur-là, avec toute l'admiration de la foule, c'est lui. Pour moi, il n'y en a aucun autre. Donc j'espère que d'ailleurs, parce qu'il y aura certainement l'habillage Thunderdome, avec quand même des gens qui seront là, j'espère qu'ils vont faire un bruit énorme, j'espère qu'ils vont monter le son de tout le monde pour qu'on ait un bruit gigantesque en la faveur de l'Undertaker, parce qu'il le mérite. Franchement, le fait qu'il arrive là dans cette salle et qu'elle sera vide, ça va me déchirer le cœur. Ça va me déchirer le cœur parce que ça veut dire que c'est sa dernière apparition télévisée, elle sera sans personne.
Alors, enfin, en tout cas, peut-être qu'il reviendra, comme je l'ai dit plus tard, mais sans combattre, sans rien. Mais en tout cas, son discours d'adieu, son véritable discours d'adieu, après, comme il y en a qui vont me dire, il fera certainement après un autre discours d'adieu quand il sera au Hall of Fame. Parce que le Undertaker qui ne serait pas au Hall of Fame, ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que là, vous pouvez le jeter à la poubelle, votre Hall of Fame. Si ce catcheur-là n'y est pas, ça ne sert à rien. Donc c'est probablement qu'il y sera assez rapidement. On verra comment ils vont l'introduire. Est-ce qu'ils l'introduiront en tant qu'Undertaker, en tant que peut-être Mark Calloway, pour toutes ces gimmicks. On verra. Moi, j'espère qu'ils vont l'introduire en tant que Undertaker. Et que peut-être il arrivera en American Badass, par exemple. Moi, voilà, vu que c'est la dernière chose qu'on a vu de lui, parce qu'on a vraiment vu l'American Badass dans son dernier match avec AJ Styles, je serais peut-être qu'on le reverra en American Badass pour son Hall of Fame, parce que c'est plus en accord avec son style de vie actuel. Et là, on est dans un Hall of Fame, c'est un petit peu moins gimmické quand même, si on peut, mais c'est un petit peu moins gimmické. Donc je pense qu'il faudrait qu'il arrive en American Badass, je pense, pour pouvoir vraiment faire le discours qu'on mérite. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai parlé avec le cœur de mon catcheur préféré. C'est pour moi un mythe et une légende, et tout un pan de mon adolescence, de mon enfance, qui va s'en aller, qui va arrêter sa carrière, et il va me manquer terriblement. Même si, bien sûr, il fallait que ça s'arrête. Peut-être pour certains, ça aurait dû s'arrêter plus tôt. Moi, je pense que ça aurait dû s'arrêter à Roman Reigns. Quand Roman Reigns le bat à WrestleMania, il y avait tout, il avait posé le chapeau, etc. On n'aurait pas dû continuer derrière, surtout que les matchs suivants après ont pour moi abîmé sa streak, à sa légende, sa place à WrestleMania plus que nécessaire. Ça aurait dû se terminer avec Roman Reigns. La streak, déjà pour moi, c'était déjà beaucoup, ça aurait presque dû s'arrêter là. Au final, les matchs après n'étaient pas aussi bons, mais quand même, on a eu la fin de la rivalité avec Brock Lesnar. Je trouve que ça méritait qu'on le voit. Et le passage de témoin avec Roman Reigns, je trouve que c'était bien aussi. Et voilà, la disparition et tout. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a raté le coche de l'Undertaker qui aurait dû arrêter sa carrière. Mais bon, comment dire non à $1 million quand vous venez en Arabie Saoudite? Je comprends bien que c'est pas vraiment possible. Mais voilà, c'était ma WrestleMania 30, le 21-1, Brock Lesnar Undertaker, le plus grand événement de ma vie de fan de catch. Dites-moi vous ce que vous aviez pensé de cet événement à l'époque, ou alors quel était pour vous le plus grand événement du catch. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, André le Géant qui devient un champion du monde? Est-ce que c'est le Montreal Screwjob? Est-ce que c'est, je sais pas, enfin voilà, autre chose. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez bien sûr donc commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'Undertaker si vous êtes aussi fan que moi. Et il y a le bouton rejoindre pour faire partie des membres soutiens, donc n'hésitez pas à y aller et soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!